Bonjour, dans cette vidéo, nous considérons l'algorithme Cordic. Voici les sujets de cette vidéo. On va tout d'abord considérer les origines de l'algorithme Cordic et voir ses principes de base. On va parler de la clé de la réalisation matérielle efficace de l'algorithme. On va voir le déroulement de l'algorithme et comment l'implémenter grâce à un chemin des données. Donc, l'algorithme Cordic a été proposé par un ingénieur américain, Jack Wolder, en 1959. Il permet de calculer les fonctions trigonométriques avec une suite d'opérations arithmétiques très simples, l'addition, la soustraction et le décalage. C'est un algorithme qui a été utilisé dans beaucoup de calculatrices de poche et dans plusieurs microprocesseurs des années 80 et 90. L'algorithme Cordic a été généralisé pour calculer des fonctions exponentielles, la division et la multiplication et la racine carrée. Cependant, dans cette présentation, on va se concentrer uniquement sur les fonctions trigonométriques. Donc, le principe de base, c'est celui de la rotation d'un vecteur dans le plan. Si on a un vecteur en position xi, yi et qu'on veut le faire tourner par un angle alpha i, la nouvelle coordonnée xi plus 1 est égale à xi fois cos d'alpha i moins yi sin d'alpha i. Et pour ça, je vous réfère à votre cours d'algèbre linéaire. Yi est donné par une équation semblable. En fait, on peut représenter les nouvelles coordonnées xi plus 1 et yi plus 1 par une opération de multiplication de matrice avec le vecteur xi, yi qui est la coordonnée initiale avec cette matrice de conversion. On peut mettre en évidence le terme cos alpha i dans la matrice qui nous donne des 1 sur la diagonale et moins tangente d'alpha i et plus tangente de alpha i. Et on peut alors exprimer les équations de rotation sous cette forme-là. Si maintenant on veut faire plusieurs rotations, à partir d'un premier angle x0, premier vecteur, x0, y0, on peut faire une première rotation de alpha 0, une deuxième rotation de alpha 1 et une troisième rotation, dans le sens inverse, celle-ci, de alpha 2, où les alphas sont des angles. On peut représenter ces trois rotations-là par une combinaison de multiplication de matrices. Donc, de x0, y0 à x1, à x2, puis à x3, y3. x3, y3 est donc égal à x0, y0 fois la matrice de transformation de coordonnées pour l'angle y0. Et tout ça est multiplié par la matrice de transformation de coordonnées pour l'angle alpha 1, et tout ça est à nouveau multiplié par la matrice de transformation pour arriver à x3, y3. Les termes cosinus, qui étaient devant chacune des matrices, sont regroupés ici à l'avant du calcul. On a donc la forme générale suivante, xn, yn, la nouvelle coordonnée, est donnée par la multiplication de la coordonnée initiale x0, y0 fois un ensemble de matrices de transformation. Dans chacune des matrices, on a une diagonale de 1, puis on a moins tangente et plus tangente de l'angle de rotation correspondant à chacune des sous-rotations. Fois un terme, ici c'est important, fois le terme k, qui est le produit des cosinus des angles des rotations. Alors, je vous demande maintenant de revenir à la diapositive précédente et à celle-ci pour vous assurer que vous comprenez bien le principe des rotations et des multiplications par des matrices et par le terme k qui est le produit des cosinus des angles. Alors, la clé maintenant pour la réalisation matérielle efficace de l'algorithme Cordic, c'est de choisir judicieusement les angles de rotation alpha i. On les choisit de façon à ce que leur tangente soit une puissance de 2. On a vu que les multiplications vont se faire ici, à chaque fois où on a une rotation. Et si on choisit que tangente de alpha 0 est égale à 1, eh bien on n'a pas de multiplication à faire. Si on choisit, par exemple, tangente de alpha n-2 pourrait par exemple être 0,25, on n'aura pas de multiplication à faire, simplement un décalage. Donc, c'est la clé de l'algorithme. Une fois qu'on a choisi les valeurs des tangentes, ça nous donne les valeurs des angles correspondants. Donc, alpha de 0, c'est 45, alpha de 1, c'est 26,5651, alpha de 2, c'est 14, ensuite alpha de 3 est 7, etc. Le déroulement de l'algorithme, donc,
pour obtenir le sinus et le cosinus d'un angle, on va prendre le vecteur 1, 0 comme point de départ et on va faire tourner ce vecteur par l'angle désiré jusqu'à ce qu'on s'approche jusqu'à ce qu'on ait atteint par rotation l'angle qu'on considère. Donc, dans l'algorithme chordique, on prend le vecteur k,0 comme point de départ. On fait donc la prémultiplication de tous les angles et on n'aura pas besoin alors de faire cette multiplication du tout. Il reste à trouver la somme des angles alpha i qui correspond à l'angle désiré z. Donc, en pratique, on va y aller à l'envers. On va partir de l'angle z et on va tourner progressivement jusqu'à ce qu'on se rende à un angle de 0. Par exemple, sur la diapositive qui est montrée, on voudrait obtenir le sinus et le cosinus de l'angle 30 degrés, ici, 30 degrés. Alors, on se rappelle qu'on a des rotations qui sont prescrites par des angles définis. Je retourne quelques diapositives en arrière. Les angles étaient 45, 26,5, 14 et 7. Donc 45, 26,5 et 14 pour les trois premiers choix. Donc 45, 26,6 et 14 sont les trois premiers angles qu'on peut considérer. Pourquoi ces angles? Parce que leurs tangentes sont égales à des puissances de 2. Donc à partir d'un angle de 30 degrés, et on veut se rapprocher de l'angle 0, on pourrait faire soit plus ou moins 45. Évidemment, si on fait plus 45, on va s'éloigner de 0. Donc on va faire moins 45 pour arriver à la position ici x1, y1. Ensuite, on veut se rapprocher de 0, on pourrait faire plus 26 ou moins 26. On va faire plus 26, vu qu'ici on a un angle négatif, et on va s'en aller à l'angle donné par le vecteur pardon, x2, y2. Cet angle-là est positif, et on veut, nous, s'en aller vers l'angle 0, donc on va faire moins 14 pour s'en rapprocher. On va avoir un angle négatif cette fois-ci, et on continuerait ainsi à osciller près de l'axe des x jusqu'à ce qu'on se rende le plus près possible d'un angle de 0. Et à ce moment-là, bien, on aura atteint la combinaison d'opérations nécessaires pour trouver le sinus et le cosinus de notre angle initial. On obtient donc trois équations à implémenter. La rotation pour x, la rotation pour y et l'angle courant z qui est égal à l'angle initial moins ou plus les rotations qu'on aura choisi de faire avec l'angle alpha i. Il faut déterminer le nombre d'itérations à faire et on obtient environ 1 bit de précision par itération. Donc pour 16 bits, ça va nous prendre 16 itérations. Il y a des méthodes bien plus rapides qui ont été proposées depuis 1959, bien sûr, mais en général, elles consistent à précalculer certaines rotations et ensuite à faire des rotations combinées. Les principes de l'algorithme chordique restent. Pour faire l'implémentation de l'algorithme chordique, on a besoin d'un reset et d'une horloge. On a besoin d'une entrée qui correspond à l'angle. On a besoin d'un signal pour nous dire de débuter les calculs et un signal de sortie pour nous indiquer que les calculs sont terminés. Et bien sûr, deux sorties pour cos de l'angle et sin de l'angle. Toutes les valeurs sont fractionnaires. On a donc besoin de 5 éléments en mémoire. 3 registres pour x, y et z, un registre d'état et un compteur interne pour déterminer si on a fait toutes les itérations désirées. Le diagramme sur la diapositive montre un chemin des données qui permettrait d'implémenter l'algorithme chordique. On voit les 4 registres pour x, y et z et pour un compteur i. On voit ici une mémoire qui contient les angles alpha i. On a des décaleurs ici qui implémentent la multiplication par les tangentes des angles. Bien sûr, vu qu'on a choisi les angles de façon judicieuse, la multiplication par leur tangente correspond simplement à un décalage. Et ici, on a 3 additionneurs ou soustracteurs qui font le reste des opérations pour x, y et z. Dans cette vidéo, on a vu les principes de base de l'algorithme chordique et comment s'en servir pour calculer le sinus et le cosinus d'un nombre.